Revenons maintenant à la question de l'OTAN, qui est l'autre raison pour laquelle Poutine aurait attaqué l'Ukraine, c'est-à-dire aurait empêché l'Ukraine de rejoindre l'OTAN. En 2007, après la dernière vague d'annexion, qui a vu l'entrée dans l'OTAN de la Lettonie, la Lituanie, la Slovaquie, la Roumanie et la Bulgarie, M. Poutine a déclaré à la conférence sur la sécurité mondiale: l'OTAN a placé ses forces de première ligne à nos frontières. Cette expansion représente une grave provocation qui réduit le niveau de confiance mutuelle. Et nous avons le droit de demander: contre qui cette expansion est-elle dirigée? Et qu'est-il advenu des assurances que nos partenaires occidentaux nous ont données après la dissolution du pacte de Varsovie? Bien sûr, personne n'a jamais répondu à cette question. Alors que la course pour faire entrer l'Ukraine, la grande pièce manquante, dans l'OTAN a commencé. Maintenant, il y a quelque chose à dire. Parce que j'entends souvent des commentateurs à la télévision dire qu'il n'est pas vrai que l'Ukraine allait rejoindre l'OTAN et que par conséquent, pour Poutine, cela n'était qu'une excuse pour envahir l'Ukraine et prendre le pays. Regardons donc de plus près comment l'Ukraine n'était pas sur le point de rejoindre l'OTAN. Revenons donc en 2014, où nous avions laissé Yatsenyuk comme Premier ministre fraîchement nommé après le coup de Nuland. Dès son installation, M. Yatsenyuk a reçu les félicitations de John Kerry, ministre américain des Affaires étrangères, de l'ambassadeur américain Piat et de John McCain, le touriste habituel par hasard. Ensuite, Yatsenyuk est accueilli avec les plus grands honneurs par Ban Ki-moon aux Nations Unies, par David Cameron en Angleterre, par Merkel en Allemagne avec Vitaly Klitschko et ensuite par l'Union européenne. Puis il se rend à la Maison Blanche et il prend soin de faire savoir clairement au monde quelle est la position de la nouvelle Ukraine. Probably in the nearest future, next week or in 10 days, Ukraine is to sign a political part of association agreement with the European Union, and we want to be very clear that Ukraine is and will be a part of the Western world. Après cela, Yatsenyuk invite l'OTAN à lui rendre visite à Kiev et demande ouvertement de l'aide et des armements pour soutenir le nouveau gouvernement. I passed an invitation to the North Atlantic Council to visit Kiev, and it would be great if you have a meeting in Kiev. We believe that we need to enhance our cooperation, and we would be grateful if we get some kind of additional support in technical support, humanitarian support, in improving Ukrainian defense and security system on the technical level. So this would help us to stabilize the situation and to maintain peace and stability in the region. Le 29 août 2014, M. Yatsenyuk annonce que l'Ukraine va demander à adhérer à l'OTAN. Le 21 novembre, la coalition gouvernementale annonce que l'OTAN est sa priorité. Le 23 décembre, le Parlement de Kiev met fin au statut de pays non aligné de l'Ukraine, une condition nécessaire pour entamer le processus d'admission à l'OTAN. En mars 2015, Porochenko approuve un plan d'exercice militaire multilatéraux avec l'OTAN. Il s'agit de l'opération Fearless Guardian, avec 2200 soldats dont 1000 Américains, de l'opération Sea Breeze, avec 1000 Américains et 500 soldats de l'OTAN, et de l'opération Rapid Trident, avec 500 soldats américains et 600 soldats de l'OTAN. Le 11 avril, le premier convoi militaire de l'OTAN arrive en Ukraine, pour l'opération Fearless Guardian au départ de Vicence. En avril 2016, Biden promet à Porochenko 335 millions de dollars d'aide à la sécurité. Ils s'ajouteront à un troisième prêt de 1 milliard de dollars. En juin 2017, la Rada, le Parlement de Kiev, vote une loi rétablissant l'adhésion à l'OTAN comme une priorité de la politique étrangère ukrainienne. La loi est signée par le président du Parlement, Andrei Parubi, qui a cofondé le parti néo-nazi Svoboda avec Oleh Tyanibok. Celui qui serre ici la main de notre progressiste Laura Boldrini a fait l'objet d'une enquête pour le massacre d'Odessa et a fait publiquement l'éloge d'Hitler à la télévision en disant qu'il était la plus grande personne à pratiquer la démocratie directe. C'était le président du Parlement ukrainien sous Porochenko. Retour à la chronologie. En 2017, un mois plus tard, Porochenko rencontre le secrétaire de l'OTAN, M. Stoltenberg, et demande officiellement à ce que le chemin vers l'admission à l'OTAN soit engagé. En septembre 2018, Porochenko demande au Parlement de modifier la Constitution pour faciliter l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN.
Le 7 février 2019, le Parlement approuve les modifications requises de la Constitution et confirme la voie de l'Ukraine vers l'Union européenne et vers l'OTAN, avec un total de 334 voix favorables sur 385. Le 21 février, l'amendement à la Constitution prévoyant l'adhésion à l'UE et à l'OTAN entre officiellement en vigueur. En mai 2019, comme nous l'avions déjà mentionné, Zelensky remporte les élections et prend la place de Poroshenko. Zelensky continue sur la voie tracée par son prédécesseur. Dès qu'il est élu, Zelensky s'envole pour Bruxelles et rencontre Stoltenberg, secrétaire de l'OTAN. En juin 2020, l'OTAN accorde à l'Ukraine le statut de partenaire avec des possibilités accrues. En septembre 2020, le président Zelensky approuve la nouvelle stratégie de sécurité nationale qui prévoit le développement du partenariat spécial avec l'OTAN dans le but d'en devenir membre. Le 24 mars 2021, Zelensky signe un décret présidentiel pour mettre en œuvre la décision du Conseil de sécurité nationale et de défense de l'Ukraine sur la stratégie de chômage et de réintégration du territoire temporairement occupé de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol. La stratégie de lutte contre le chômage et la réintégration du territoire implique de reprendre militairement la Crimée et Sébastopol. En mai 2021, le sénateur américain Chris Murphy se rend à Kiev et rencontre Zelensky. Il annonce ensuite que l'ouverture à l'Ukraine du plan d'adhésion sera la prochaine étape logique vers l'entrée dans l'OTAN. Un mois plus tard, au sommet de Bruxelles, les dirigeants de l'OTAN reconfirment la décision prise en 2008 au sommet de Bucarest, selon laquelle l'Ukraine deviendra membre de l'Alliance, le plan d'adhésion faisant partie intégrante du processus. Le 28 juin 2021, l'Ukraine et l'OTAN lancent un exercice militaire conjoint en mer Noire. Le 28 novembre, sur fond d'accusations et de contre-accusations, Moscou exige des garanties juridiques que l'Ukraine ne rejoindra jamais l'OTAN. Ces garanties, bien sûr, ne sont pas données. Le 30 novembre, Poutine déclare officiellement quelle est la ligne rouge des Russes en Ukraine. Tout nouveau placement de forces ou de matériel de l'OTAN en Ukraine représenterait la ligne rouge pour son pays. Poutine a notamment souligné ses inquiétudes quant à l'arrivée potentielle de missiles hypersoniques à longue portée qui pourraient toucher Moscou en 5 minutes. J'espère que nous n'en arriverons pas là, a déclaré M. Poutine, et que le bon sens et la responsabilité envers son propre pays et la communauté mondiale finiront par l'emporter. Le 1er décembre 2021, Poutine exige officiellement des garanties que l'OTAN ne s'étendra pas vers l'Est. Mais les États-Unis répondent que, pour l'Ukraine, les portes sont toujours ouvertes. Le 23 décembre, lors d'une conférence de presse, M. Poutine répète qu'une nouvelle expansion de l'OTAN vers l'Est est inacceptable pour eux, et il explique une fois de plus pourquoi. We have made it clear that any further NATO movement to the east is unacceptable. There is nothing unclear about this. We are not deploying our missiles over at the borders of the US. No. On the other hand, the US is deploying its missiles close to our home, on the porch of our house. So, are we demanding something excessive? We're simply asking them not to deploy their attack systems over at our home. What is so unusual or peculiar about that? Mais les États-Unis font semblant de ne pas entendre. Le 31 janvier 2022, aux Nations Unies, l'ambassadeur russe accuse publiquement les États-Unis d'attiser les tensions et de les entraîner vers la guerre, comme si tel était vraiment leur désir caché. Western colleagues are talking about the need for de-escalation. However, first and foremost, they themselves are whipping up tensions and rhetoric and are provoking escalation. The discussions about a threat of war is provocative in and of itself. You are almost calling for this. You want it to happen. You're waiting for it to happen, as if you want to make your words become a reality. Mais les États-Unis continuent de faire la sourde oreille. Le 8 février, Poutine, sur un ton clairement impatient, lance un dernier avertissement aux médias occidentaux. Я хочу еще раз все-таки подчеркнуть это. Я говорил, но мне очень бы хотелось, чтобы вы меня услышали все-таки в конце концов. И донесли это до своих читателей, зрителей и пользователей в интернете. Но вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым,
европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Победителей не будет. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. À ce moment-là, la Russie adresse une dernière demande officielle aux États-Unis afin de mettre par écrit que l'Ukraine n'adhérera pas à l'OTAN et qu'elle n'accueillera pas d'armes balistiques de l'OTAN. La réponse, ou plutôt la dernière gifle, vient directement du ministre américain des Affaires étrangères, M. Blinken. I can't be more clear. NATO's door is open, remains open, and that is our